Cameroun, le gouvernement fantôme 8 mois de silence, de guerre secrète et de pays en chute libre. Imaginez un pays. Un pays où le président prête serment, annonce un nouveau gouvernement, et 8 mois plus tard rien. Silence. Néant. Imaginez un pays où les ministres en place gouvernent comme des fantômes, sans feuille de route, sans légitimité renouvelée, sans cap, un pays où les bailleurs de fonds s'impatientent, où le pape lui-même a dû hausser le ton lors d'une visite apostolique, où la population suffoque sous une inflation galopante, et où, au sommet de l'État, on est trop occupé à se battre pour les fauteuils. Ce pays, vous le connaissez. C'est le Cameroun. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment dans les hautes sphères du pouvoir à Yaoundé. Ce que les communiqués officiels ne vous disent pas. Ce que les conseillers murmurent dans les couloirs du palais d'Etoudi. Ce que les analystes n'osent pas dire à voix haute. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. Partie 1, contexte et fait, le serment qui n'a rien changé. Nous sommes le 6 novembre 2025. Paul Biya, 93 ans, prête serment pour un nouveau mandat présidentiel. La scène est solennelle, protocolaire, presque théâtrale. Les caméras du monde entier sont là. Les drapeaux flottent. Les hymnes résonnent. Et dans son discours, le chef de l'État prononce ces mots qui vont rester gravés dans les mémoires ou plutôt, qui vont finir par hanter les esprits. Le gouvernement qui va intervenir dans les prochains jours devra immédiatement se mettre au travail. Dans les prochains jours. Voilà ce qu'il a dit. Mais attendez. 8 mois se sont écoulés depuis ce serment solennel. 2 saisons ont tourné. Les mangues ont fleuri et mûri. Les pluies sont venues, reparties. Les enfants ont passé leurs examens. Les marchés se sont vidés et remplis. Et le gouvernement promis, dans les prochains jours? Il n'est toujours pas là. Le gouvernement qui gouverne aujourd'hui le Cameroun, savez-vous quand il a été formé? Le 4 janvier 2019. Vous avez bien lu. 2019. Un gouvernement vieux de plus de 6 ans qui continue d'occuper les ministères, de signer des décrets, de prendre des décisions engageant la République sans mandat renouvelé, sans nouvelle feuille de route, dans une sorte de limbe institutionnel qui n'ont rien d'anodin. Et ce n'est pas une petite affaire. Parce qu'en politique, quand un gouvernement reste en place aussi longtemps sans être renouvelé, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours une raison. Ou plutôt, comme au Cameroun, plusieurs raisons. Des raisons enchevêtrées, complexes, parfois contradictoires, qui révèlent l'état réel d'un pouvoir. Mais avant d'aller plus loin, posons le décor. Le Cameroun est un pays de 30 millions d'habitants. 10e économie d'Afrique subsaharienne selon certains classements. Un pays riche en ressources naturelles, pétrole, cacao, café, bois, minerais. Un pays qui aurait toutes les cartes en main pour être un modèle de développement sur le continent africain. Et pourtant, ce même pays vit depuis des années sous le poids d'une gouvernance en roue libre. La crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dure depuis 2016, faisant des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. L'inflation ronge le pouvoir d'achat des ménages. La corruption est institutionnalisée au point qu'elle est devenue une composante normale du fonctionnement de l'État. Et pendant ce temps, au sommet, on se bat pour les chaises. C'est dans ce contexte que le blocage du nouveau gouvernement prend toute sa dimension. Ce n'est pas un simple retard administratif. Ce n'est pas une question de timing politique. C'est le symptôme d'une crise profonde au cœur même du système Biya. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour comprendre vraiment ce blocage, il faut entrer dans les coulisses. Et les coulisses, mes amis, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Partie 2, le conflit, la guerre des clans à Etoudi. Au palais d'Etoudi, il y a un mot qu'on prononce à voix basse. Ce mot, c'est « positionnement ». Depuis plusieurs mois, selon des sources proches du dossier rapporté par le journal Cameroun Horizon, les hautes sphères de l'État camerounais sont le théâtre d'une guerre souterraine féroce. Une guerre sans armes visibles, mais avec des enjeux colossaux. Une guerre de positionnement, de réseau, d'influence et, osons le dire, une guerre de succession. Parce que voilà la vérité que tout le monde voit mais que personne ne dit officiellement, Paul Biya a 93 ans. Il est le plus vieux chef d'État en exercice d'Afrique. Et dans les cercles du pouvoir à Yaoundé, une question obsède tout le monde, même si elle est taboue, même si on vous regarde de travers rien que pour l'avoir posée, que se passera-t-il après? C'est cette question non dite, cette angoisse existentielle des élites politiques camerounaises,
qui explique en grande partie le blocage actuel du gouvernement. Regardons les acteurs en présence. Premier clan, Ferdinand Ngo. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. L'homme le plus puissant après Biya dans l'organigramme officiel. Un technocrate discret, loyal, qui a su construire au fil des années un réseau d'influence tentaculaire au sein des institutions de la République. Ferdinand Ngo, c'est l'homme qui gère les dossiers. Qui filtre les informations qui arrivent au président. Qui contrôle les accès. Dans un système présidentialiste comme celui du Cameroun, le secrétaire général de la présidence est un acteur d'une puissance considérable, souvent plus puissant dans les faits que certains membres du gouvernement. Mais Ngo n'est pas seul dans la course. Deuxième clan, Samuel Mvondo Ayolo. Ministre, directeur du cabinet civil à la présidence de la République. Un autre homme de l'ombre, un autre pilier du système. Mvondo Ayolo, c'est l'interface entre le président et les institutions civiles de la République. Son rôle est à la fois protocolaire et stratégique. Et depuis quelques mois, son influence serait montée en puissance, créant des frictions avec le réseau de Ngo. Deux hommes, deux réseaux, deux visions ou du moins deux ambitions. Et quelque part entre les deux, les dossiers du gouvernement qui stagnent, qui se bloquent, qui attendent que l'arbitre tranche. Mais attendez. Parce qu'il y a un troisième acteur dans cette équation. Et celui-là, on n'en parle jamais officiellement. Troisième clan, Chantal Biya. L'épouse du chef de l'État. La première dame. Selon plusieurs sources concordantes citées par Cameroun Horizon, Madame Chantal Biya aurait, ces derniers mois, considérablement accru son influence dans la prise de certaines décisions engageant la République. Son rôle ne se limiterait plus aux actions humanitaires et caritatives auxquelles l'opinion publique l'a traditionnellement associée. Elle serait désormais, selon ces mêmes sources, un acteur politique à part entière avec son propre réseau, ses propres relais, ses propres préférences en matière de composition gouvernementale. Trois clans. Trois réseaux. Trois agendas. Et au milieu de tout cela, Paul Biya lui-même, dont l'état de santé, bien qu'officiellement présenté comme satisfaisant, fait l'objet de multiples spéculations depuis des mois. Un président qui, selon des informations relayées par plusieurs médias camerounais, aurait choisi une stratégie aussi étonnante qu'inquiétante face à ces guerres de clans, faire le mort. Vous avez bien entendu. Faire le mort. Laisser les clans se battre. Observer. Ne pas trancher. Ne pas arbitrer. Une stratégie qui peut sembler calculée, laisser les prétendants s'affaiblir mutuellement avant d'intervenir. Mais une stratégie qui, pendant ce temps, coûte au pays un prix exorbitant. Parce que pendant que les clans s'affrontent, pendant que les réseaux se livrent bataille dans les couloirs feutrés d'Etoudi, le Cameroun, lui, continue de couler. Et ce n'est pas tout. Partie 3, révélation et décryptage, les pressions qu'on ne vous dit pas. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus révélateur. Parce que la guerre interne à Etoudi ne se passe pas dans le vide. Elle se passe sous le regard de plusieurs acteurs extérieurs qui, eux aussi, commencent à perdre patience. Premier acteur de pression, le FMI. Le Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods qui surveille les économies africaines avec la précision d'un comptable suisse. Le FMI, qui conditionne actuellement son appui budgétaire au Cameroun, l'argent dont l'État a désespérément besoin pour boucher ses trous financiers, à des réformes concrètes. Et parmi ces réformes, il y en a une qui revient systématiquement dans les discussions, le renouvellement des dirigeants dans les entreprises publiques. Comprenez bien ce que cela signifie. Le FMI ne demande pas simplement des tableaux Excel et des projections macroéconomiques. Il demande des têtes. Il demande des changements. Il demande la preuve que l'État camerounais est capable de se réformer, de se renouveler, de mettre fin à une culture de l'immobilisme qui gangrène ses structures depuis des décennies. Et le nouveau gouvernement qui tarde à venir, c'est précisément le signal que ces réformes ne viennent pas. C'est le signal que l'État est paralysé. C'est le signal qui inquiète les partenaires financiers et qui risque, à terme, de fermer des robinets financiers dont le Cameroun a urgemment besoin. Deuxième acteur de pression, l'Église catholique. Et ici, mes amis, on entre dans quelque chose d'extraordinaire. Du 15 au 18 avril 2026, le pape Léon XIV, le nouveau souverain pontife élu en mai 2025 après le décès du pape François, a effectué une visite apostolique au Cameroun. 4 jours. Messe géante, rencontre avec les autorités, discours.
Mais ce qui a retenu l'attention des observateurs les plus avisés, c'est le ton. Un ton décrit par plusieurs analystes comme peu diplomatique. Un ton qui a surpris, qui a choqué même certains membres de l'establishment camerounais. Le pape, dans ses prises de parole, aurait abordé des thèmes comme la gouvernance, la responsabilité des dirigeants envers leur peuple, la nécessité d'engager des réformes courageuses. Des messages qui, dans le contexte camerounais actuel, résonnent comme des avertissements adressés directement au sommet de l'État. Car il faut rappeler que le Cameroun est un pays à majorité chrétienne, où l'Église catholique joue un rôle social et moral considérable. Quand le pape hausse le ton lors d'une visite apostolique dans un pays, ce n'est pas anodin. C'est un signal politique d'une rare puissance symbolique. Et Paul Biya ? Face à cette pression papale, face aux injonctions du FMI, face aux guerres de clans internes ? Muet comme une carpe. L'expression est du journal Cameroun Horizon, et elle est saisissante de précision. Muet comme une carpe. Pas de décret. Pas d'annonce. Pas de signal. Un président qui préside sans gouverner, qui règne sans diriger, dans ce que certains observateurs n'hésitent plus à appeler une « gouvernance fantôme ». Mais comprenons bien pourquoi ce silence est si dangereux. Dans une démocratie, même imparfaite, même en voie de consolidation, l'un des mécanismes fondamentaux de fonctionnement de l'État, c'est le renouvellement régulier des équipes gouvernementales. Ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une simple procédure administrative. C'est le mécanisme par lequel un chef d'État affirme sa vision, trace sa feuille de route, envoie des signaux à ses partenaires nationaux et internationaux. Quand ce mécanisme se grippe, c'est tout le système qui se grippe. Les fonctionnaires ne savent plus qui commande réellement. Les investisseurs hésitent, attendant des signaux clairs. Les bailleurs de fonds retiennent leurs versements. Les réformes promises restent dans les cartons. Et pendant ce temps, sur le terrain, la vie des Camerounais ordinaires continue de se détériorer. Un gouvernement bloqué, ce n'est pas qu'une affaire de politique politicienne. C'est des routes qui ne sont pas réparées. C'est des hôpitaux qui manquent de médicaments. C'est des enseignants qui n'ont pas été payés à temps. C'est des jeunes diplômés qui ne trouvent pas d'emploi et qui, de plus en plus nombreux, regardent vers l'Europe ou le Canada avec des yeux pleins d'espoir et de désespoir. Et ce n'est pas tout. Parce que derrière ce blocage gouvernemental, il y a une autre dimension que nous n'avons pas encore abordée. Une dimension qui éclaire tout le reste d'une lumière crue et impitoyable. Partie 4, analyse satirique approfondie. Le Cameroun, championnat des chaises musicales sans musique. Permettez-moi maintenant de vous parler franchement. Et je veux dire, franchement à la camerounaise. Il y a une blague qui circule dans les maquis de Yaoundé, dans les boulangeries de Douala, dans les taxis de Bafoussam. La blague dit ceci: au Cameroun, on attend le gouvernement comme on attend la pluie en saison sèche. On sait qu'elle va venir un jour, mais personne ne sait quand, et en attendant, les champs meurent. Ce n'est plus vraiment une blague. Réfléchissons ensemble à ce que signifie concrètement avoir un gouvernement formé le 4 janvier 2019 encore en place en juin 2026. 7 ans. 7 années pendant lesquelles le monde a changé de visage. 7 ans pendant lesquels la pandémie de Covid-19 est passée, laissant des économies sinistrées. 7 ans pendant lesquels les prix du carburant, de la farine, de l'huile de palme ont explosé. 7 ans pendant lesquels les guerres au Sahel ont reconfiguré les équilibres sécuritaires de toute l'Afrique centrale. 7 ans. Et le même gouvernement. Imaginez en France, pour prendre une référence connue, que le gouvernement nommé en 2019 soit encore en place aujourd'hui en 2026. Imaginez en Allemagne, au Sénégal, au Ghana. Ce serait un scandale d'État. Il y aurait des manifestations. Des procédures d'impeachment. Des crises constitutionnelles. Au Cameroun? On attend. On endure. On espère. Parce que c'est ça, la spécificité du système Biya, il a réussi, au fil des décennies, à normaliser la normale. À rendre banal ce qui devrait choquer. À transformer l'inertie en style de gouvernance. Et c'est là où la satire camerounaise atteint ses limites, parce qu'elle ne peut pas exagérer ce qui est déjà, en soi, une caricature. Parlons maintenant des chaises musicales. Parce que même quand le Cameroun a un remaniement, même quand la fumée blanche finit par sortir d'étourdis, de quoi s'agit-il réellement, la plupart du temps? D'un jeu de chaises musicales. Les mêmes têtes qui tournent d'un ministère à l'autre. Le ministre de la Santé qui devient ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation qui devient ministre des Transports. Le ministre des Transports qui va à l'Agriculture.
Un ballet savamment chorégraphié qui crée l'illusion du mouvement sans produire le moindre changement réel. Et les Camerounais, à force de voir ce ballet se répéter depuis des décennies, ont développé un sens de l'humour corrosif face à la chose. Ils ont des noms pour ça. Les inamovibles. Les éternels. Ces ministres qui semblent avoir signé un bail amphithéotique avec l'État camerounais, présent sous tous les gouvernements, survivant à toutes les tempêtes, indispensable dans tous les régimes. Mais derrière l'humour, il y a une réalité douloureuse. Ces inamovibles, ces éternels, ont-ils produit des résultats? La crise anglophone, qui empoisonne la vie des habitants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis presque 10 ans maintenant, a-t-elle trouvé sa solution sous leur gouvernance? La corruption, régulièrement dénoncée par des instances comme Transparency International qui classe le Cameroun parmi les pays les plus corrompus du continent, a-t-elle reculé? Le chômage des jeunes, qui atteint des niveaux alarmants, a-t-il été sérieusement attaqué? La réponse à toutes ces questions est non. Un non massif, documenté, visible à l'œil nu pour n'importe quel Camerounais qui vit au quotidien la réalité du pays. Et pourtant, le système continue. Comme une vieille machine grippée dont personne n'ose couper le moteur parce que personne ne sait ce qui se passera quand le moteur s'arrêtera vraiment. Parlons maintenant de ce que les économistes appellent le « coup d'opportunité ». Chaque mois sans nouveau gouvernement, c'est un mois de réforme en moins. Un mois pendant lequel les dossiers urgents restent dans les tiroirs. Un mois pendant lequel les décisions difficiles mais nécessaires sont repoussées à plus tard, ce « plus tard » camerounais qui dure depuis des années. Prenons un exemple concret. Les entreprises publiques camerounaises, là. Cantel, la Camwater, la Sonatrel pour l'électricité, le port autonome de Douala sont chroniquement sous-performantes. Des audits, des rapports, des évaluations ont été produits en quantité industrielle pour le démontrer. Le FMI lui-même conditionne son aide à des réformes dans ce secteur. Et ces réformes passent, entre autres, par le renouvellement des dirigeants de ces entreprises. Mais qui va nommer ces nouveaux dirigeants? Un gouvernement sortant, dont les membres savent qu'ils sont en fin de mandat, que leurs jours sont comptés, et qui n'ont donc aucune incitation à prendre des décisions courageuses susceptibles de froisser des réseaux bien établis. Ou faut-il attendre un nouveau gouvernement, celui qui arrive dans les prochains jours, depuis novembre 2025, pour que ces nominations stratégiques puissent se faire dans les bonnes conditions? C'est le cercle vicieux parfait. Pas de nouveau gouvernement, pas de réforme. Pas de réforme, pas d'argent du FMI. Pas d'argent du FMI, pas d'investissement public. Pas d'investissement public, pas de croissance. Pas de croissance, plus de pauvreté. Plus de pauvreté, plus de frustration sociale. Plus de frustration sociale, plus d'instabilité. Et plus d'instabilité, moins d'envie pour le pouvoir de faire des réformes. Voilà comment un pays qui devrait être émerge, qui a toutes les ressources pour l'être, se retrouve à tourner en rond dans un labyrinthe de sa propre conception. Maintenant, parlons des vrais perdants de cette histoire. Parce que dans toutes ces guerres de clans, dans tous ces calculs politiques, dans tous ces jeux d'influence et de positionnement, il y a des gens qu'on oublie systématiquement dans les analyses politiques. Ces gens, ce sont les 30 millions de Camerounais ordinaires. C'est la mère de famille à Mokolo qui ne comprend pas pourquoi le kilo de tomates coûte maintenant 2 fois plus cher qu'il y a 2 ans. C'est le jeune diplômé de l'université de Yaoundé qui envoie des CV depuis 3 ans sans jamais recevoir une seule réponse positive. C'est l'agriculteur de l'Ouest qui ne comprend pas pourquoi ses récoltes de cacao ne lui permettent plus de payer la scolarité de ses enfants. C'est l'infirmier de Maroua qui travaille dans un hôpital sans médicaments, sans équipement, sans perspective d'amélioration. Ces Camerounais-là ne suivent pas les guerres de clans à Etoudi. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont trop occupés à survivre. Et c'est précisément cette distance abyssale entre le vécu quotidien du peuple et les calculs de palais des élites politiques qui constituent, selon de nombreux analystes, la bombe à retardement du système camerounais. Parce qu'un peuple peut endurer longtemps. Un peuple africain, habitué aux épreuves, à l'adversité, peut s'adapter, se débrouiller, inventer des solutions. Mais un peuple a ses limites. Et quand ces limites sont atteintes, quand la frustration se transforme en colère et la colère en mobilisation, les équations changent très vite. D'autres pays africains, on n'a pas besoin de les nommer, ont vécu cette transformation. Certains dans l'ordre, d'autres dans le chaos. La question que beaucoup d'observateurs se posent en ce moment, avec une acuité croissante, c'est: jusqu'à quand le Cameroun pourra-t-il éviter ce moment de rupture? Et là,
permettez-moi d'aborder ce que personne ne veut vraiment regarder en face. La question de l'après-Biya. Pas parce qu'on lui souhaite quoi que ce soit. Mais parce que dans un État sérieux, dans une république digne de ce nom, la question de la continuité institutionnelle est une question de sécurité nationale. Elle se planifie. Elle s'anticipe. Elle se prépare. Or au Cameroun, cette question est traitée comme un tabou absolu. Même la poser vous expose à des regards suspicieux, à des accusations d'intentions hostiles, voire, dans certains cas, à des conséquences judiciaires. Et c'est précisément ce tabou, cette impossibilité de parler sereinement de la succession, qui alimente les guerres de clans actuelles. Parce qu'en l'absence d'un cadre institutionnel clair pour organiser la transition, chaque réseau, chaque clan, chaque acteur de pouvoir est contraint de s'assurer sa position par lui-même, de constituer ses propres réseaux de protection, de placer ses pions sur l'échiquier politique avant que le jeu ne change de règles. C'est la logique de la survie politique dans un système où les règles de succession restent floues, où les institutions sont trop faibles pour garantir une transition ordonnée, où la personne du président est plus importante que les institutions qu'il représente. Et pendant que tout cela se joue en haut, le pays, lui, attend. Conclusion, Cameroun, tu mérites mieux. Nous voilà au bout de ce voyage au cœur du pouvoir camerounais. Et permettez-moi de résumer ce que nous avons vu ensemble. 8 mois après la prestation de serment du président Biya, le Cameroun attend toujours son nouveau gouvernement. Un blocage qui n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante directe de guerres de positionnement entre les grandes familles de pouvoir à étudier le réseau de Ngo Ngo, le réseau de Mvondo Ayolo, et l'influence grandissante de la première dame Chantal Biya. Un blocage que ni les pressions du FMI, ni le ton peu diplomatique du pape lors de sa visite apostolique d'avril 2026, ni l'impatience croissante de la population n'ont réussi à débloquer. Un président qui, à 93 ans, aurait choisi la stratégie du silence et de l'attente face à ces tensions, laissant les clans s'épuiser mutuellement pendant que le pays, lui, continue sa descente. Une situation aggravée par les crises sociales chroniques, la crise anglophone, la corruption institutionnalisée, l'inflation galopante, le chômage des jeunes que ce gouvernement vieux de 6 ans n'a manifestement pas les moyens, ni peut-être la volonté, de résoudre. Voilà où en est le Cameroun en ce milieu d'année 2026. Mais je veux terminer par quelque chose d'important. Au-delà de la satire, au-delà du décryptage, au-delà des analyses politiques, il y a une question fondamentale que cette situation pose à chaque Camerounais, quelle que soit son appartenance politique, régionale ou sociale. Cette question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'un pays doit à son peuple? Un pays doit à son peuple un gouvernement qui fonctionne. Des institutions qui répondent. Des dirigeants qui gouvernent. Pas des clans qui se battent pendant que les gens souffrent. Pas des calculs de palais pendant que les hôpitaux manquent de médicaments. Pas des guerres de positionnement pendant que des régions entières vivent sous la menace des violences. Le Cameroun a toutes les ressources pour être un grand pays. Il a l'intelligence, la créativité, la résilience de son peuple. Il a les richesses naturelles. Il a une jeunesse brillante qui, chaque année, remporte des prix dans les compétitions internationales, fonde des start-up, produit de la culture, de la science, de l'innovation. Ce que ce pays n'a pas, c'est un État à la hauteur de son peuple. Et tant que cette équation ne sera pas résolue, tant que le sommet ne sera pas à la hauteur de la base, le Cameroun continuera de naviguer entre le potentiel et la réalité, deux rives d'un fleuve que personne ne semble pressé de traverser. Alors voici la question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo. Selon vous, que faudra-t-il pour que le Cameroun franchisse enfin ce pas? Et qui, parmi les acteurs actuels, est capable de le faire? Répondez dans les commentaires. Partagez cette vidéo. Parce que le débat que vous refusez d'avoir aujourd'hui, c'est le Cameroun de demain que vous abandonnez.